Tous les candidats à l'élection présidentielle promettent le changement, mais est-ce bien raisonnable? Que peut-on vraiment changer? Pour répondre à ces questions et à quelques autres, je reçois ce soir des philosophes comme Alain Finkielkraut ou Edgar Morin et des experts comme Jean-François Kahn ou Emmanuel Todt. 2012, les grandes questions consacrées ce soir au changement, le grand thème de cette fin de campagne. C'est tout de suite après le générique. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous de 2012, les grandes questions, votre mensuel philosophique. Ce soir, nous sommes au Conseil économique, social et environnemental qui a pour mission notamment de proposer des changements aux différents pouvoirs en place. Et nous allons justement, dans ce cadre, parler changement. Parler changement, ce mot qui est dans la bouche de tous les candidats à l'élection présidentielle. Pour en débattre, trois philosophes. D'abord, Edgar Morin, notre maître à tous, une des grandes figures intellectuelles du XXe et du XXIe siècle, qui adore le changement depuis 1968. Ensuite, Alain Finkielkraut, notre conscience à tous, qui lui est un petit peu plus réservé sur le changement. Et puis enfin, Michela Marzano, philosophe italienne, qui a une position plus balancée. Viendra ensuite le temps de nos experts. D'abord le polémiste Jean-François Kahn, l'anthropologue et prophète certifié Emmanuel Todt, l'iconoclaste Marcella Yacoub et enfin le grand astrophysicien André Breuck. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sur le changement. Qu'est-ce que le changement sur le plan philosophique ? Ce mot-là que tous les candidats ont à la bouche. Écoutez, c'est un mot assez vide. Il faut remarquer effectivement qu'au cours des campagnes électorales successives, c'est le seul mot qui ne change pas. Tous les candidats proposent le changement. Il n'y en a pas un qui propose... indéterminé. Oui. Je crois que c'est le côté indéterminé du mot changement, le côté qui permet, sans aucune arête, qui ne permet de rien indiquer, qui fait qu'on n'ose pas dire on va tout transformer, on n'ose pas dire la révolution, on n'ose pas. Alors, et puis on ne sait pas très bien, c'est-à-dire que quand on voit les candidats, ils proposent 1000 petits changements sectoriels comme des catalogues, mais on ne voit pas le grand changement. Alors si vous voulez, c'est ça qui est tout à fait paradoxal. Plus on parle de changement, moins ça veut dire quelque chose. Mais en même temps, tout change dans le monde. Le monde change à une vitesse extraordinaire, des conditions archéologiques, sociologiques, politiques. Alors, et on est incapable, d'abord, de diagnostiquer et de concevoir ce changement. C'est ce que disait Ortega y Gasset, le philosophe espagnol, qui disait « No sabemos lo que pasa, eso lo que pasa ». On ne sait pas ce qui se passe, c'est justement ça qui se passe. On est des ignorants, des somnambules. Donc le mot, c'est un mot bouche-trou, parce que, dans le fond, le vrai problème, c'est comment voir si le changement qui a lieu, les changements massifs sont importants, positifs et bénéfiques, et s'ils ne sont pas bénéfiques, comment trouver un autre chemin. Voilà. C'est une tarte à la crème, le changement, qu'on nous sert avant toutes les élections, avant de la remettre au congélo. C'est ça, Alain Finkielkraut ? Oui, je suis assez d'accord avec Edgar Morin, mais de toute façon, les opposants, les adversaires de ceux qui sont en place proposent le changement puisque, bien sûr, ils veulent les remplacer. Mais le président aussi propose le changement par rapport à lui-même. Vous avez raison, Mais simplement, le changement, l'idée de changement, ce mot même, se réfère à une époque dont on espère qu'elle est encore la nôtre, où la politique joue un rôle central.
changement, c'est l'idée d'une amélioration. Ah oui, ça veut dire que le candidat, le président élu, peut changer les choses. Peut changer les choses, peut les améliorer, ce qui reste à prouver, peut se placer dans la perspective d'un temps prometteur. La question, en sommes-nous là? Car, vous l'avez dit, tous les candidats proposent le changement, mais il y a une personne qui n'est pas un candidat, qui n'a pas pu l'être, et que j'ai vu l'autre jour à la télévision. Il s'agit de Nicolas Hulot. Et il a introduit dans la campagne un thème dont il regrette qu'il n'y figure pas, mais qui est très intéressant pour nous. Il a dit « on ne parle pas, et on devrait en parler, car ça aura des répercussions énormes, du changement climatique ». Voilà un changement qui fait éruption, qui est un produit humain, bien sûr, car le changement climatique, les climato-sceptiques refusent de le reconnaître, mais il vient de l'activité des hommes, mais ce n'est pas un produit de la volonté des hommes. Le changement, aujourd'hui, échappe à la volonté, il façonne lui-même un monde que nous n'avons pas forcément voulu et auquel il s'agit de répondre, voire de résister, ce qui nous met en porte-à-faux par rapport, en effet, à l'époque où l'on croyait que c'était de la volonté humaine que dépendait, en quelque sorte, le façonnement du monde. Alors, vous, Michel Marzano, vous êtes sur la position de vos deux confrères philosophes, c'est-à-dire vous pensez que c'est un mot qui ne sert à rien, quoi. Un mot valise, dirait Alain Finkielkraut. Je ne suis pas sûre que c'est exactement ça que vient de dire Edgar Morin. Tout dépend du contenu qu'on y met derrière. C'est-à-dire, les changements, c'est la vie. Ça, si on remonte à Héraclite, c'est ce qu'il a toujours dit. Nous sommes tout le temps en mouvement. On ne peut que changer. Et évidemment que les changements échappent à la volonté, et heureusement, parce que si on pouvait tout contrôler, ce serait bien triste. Donc, il faut que des choses changent sans qu'on puisse les contrôler, sans qu'on puisse les vouloir. Et puis, il faut aussi essayer de pouvoir contrôler en partie ces changements, parce qu'il y a aussi la volonté de faire en sorte d'aller vers une direction plutôt que vers une autre direction. Merci. Alors, avant que nous rejoigne Jean-François Kahn, l'expert Jean-François Kahn, notre philosophe maison, Alexandre Gamelin, a aussi sa définition du changement, et il se demande si changement égale progrès. On regarde. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le changement, c'est maintenant. Changement, nom masculin, passage d'un état à un autre. Transformation d'une chose, toutes les choses changent, se transforment en permanence, rien de plus constant que le changement. Les êtres changent à chaque instant, le monde évolue seconde après seconde. Des hommes naissent, des hommes meurent, des arbres sont abattus, des fleurs poussent, le monde est toujours le monde, mais ce n'est jamais exactement le même monde. Le changement, c'est peut-être même la seule chose d'absolument permanente. Baignez-vous dans un cours d'eau et vous en ferez l'expérience. Seconde après seconde, vous êtes dans le même fleuve, mais l'eau dans laquelle vous vous baignez n'est jamais la même. Elle s'écoule inexorablement, ce qui faisait dire à Héraclite « Tout change, tout fuit, tout passe, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». En politique, on pourra donc parler de changement dans la continuité et un candidat pourra parfaitement expliquer qu'il a changé tout en restant foncièrement lui-même. Mais lorsqu'un candidat à la présidentielle affirme « le changement, c'est maintenant », est-ce de cela dont il s'agit ? Eh bien, pas forcément. Car il y a une seconde définition. J'ai changé de coiffeur, j'ai changé de boulot, d'ailleurs je n'en ai plus, j'ai changé de voiture et j'ai changé de maison. Ah oui, moi j'ai juste changé les lunettes. Le changement, c'est aussi la substitution d'une chose à une autre. Ou si l'on parle de politique, d'un président par un autre, d'un gouvernement par un autre, d'une constitution par une autre, voire d'un régime politique par un autre. Si l'outil de ce changement est la violence, ou le changement brutal, on parlera de révolution ou de coup d'État. S'il est le fait d'une procédure démocratique, on évoquera plutôt une alternance ou des réformes. Mais l'on voit bien que cette définition pose un problème. Promettre le changement, c'est bien, mais cela ne dit pas quel changement. Suffit-il de changer un homme pour changer un système ? Les indignés espagnols descendaient dans la rue pour dire qu'ils ne voulaient pas d'une simple alternance, mais une politique alternative, et qu'un changement d'homme à la tête du gouvernement ne changerait rien aux politiques d'austérité imposées dans leur pays.
Si, comme le pense une large proportion de Français, les hommes politiques ne détiennent pas les leviers d'une politique qui se décide sur les marchés mondiaux et dans les institutions européennes, changer un homme ne permettra en rien de changer la vie. L'idée est alors que l'on change les hommes pour qu'au final, rien ne change. Mais quand bien même le changement serait plus qu'un changement de personne, mais un véritable changement de cap, est-il forcément souhaitable ? À considérer le changement comme une vertu, le risque n'est-il pas, paradoxalement, de ne jamais avancer ? Chaque changement annule le changement précédent et à la fin, personne n'avance. Imaginez-vous perdu en forêt. Si vous changez systématiquement de direction, vous risquez bien de revenir perpétuellement sur vos pas et de ne jamais trouver d'issue à cette forêt. La meilleure méthode dans ce cas, disait Descartes, c'est de suivre une direction et de s'y tenir. D'ailleurs, changer de direction n'a de sens que si des éléments précis vous indiquent que la fin de la forêt est proche. C'est donc bien le contenu du changement qui doit nous déterminer plus que le changement lui-même. Mais là encore, comment être certain qu'un changement sera forcément un progrès ? On ne peut jamais être sûr au moment où l'on décide de changer que le changement nous aura été profitable. Seules les conséquences du changement rendront possible bien plus tard une évaluation de sa pertinence. Lorsque vous menez une révolution pour renverser un régime inique, vous savez ce que vous voulez chasser. Mais vous ignorez totalement si le régime qui le remplacera sera plus juste. D'ailleurs, la plupart du temps, l'espoir né de grands changements finit par une forme de désenchantement. Ce n'est pas une raison pour tout faire pour que rien ne change, c'en est peut-être une pour ne pas attendre de miracle du changement. Alors, Jean-François Kahn, merci de nous rejoindre. Vous êtes un redoutable polémiste, hein. Vous publiez d'ailleurs Menteur avec un point d'exclamation. Ça s'adresse à tous les candidats à cette élection présidentielle. Mais vous êtes aussi un philosophe qui écrit des livres philosophiques, notamment ceux « Où va-t-on, comment on y va ?» mais plutôt, plus sérieusement, « Théorie du changement par recomposition des invariants ». C'est un livre qui est sorti il y a peu de temps. Alors, première question, c'est la question que posait tout à l'heure Alexandre Gamelin. Le changement est-il un progrès, Jean-François Kahn ? Il y a beaucoup de gens qui pensent que le changement implique une rupture. Et je crois qu'au contraire, c'est l'inverse. Le changement n'implique jamais de rupture. Dans le domaine politique, vous avez un exemple très frappant, qui est que lorsque la Révolution française recompose le système de propriété, qui est une invariance, mais là où il y avait 70 000 aristocrates, elle place 2 millions de paysans libres ou de petits bourgeois. C'est un changement sur lequel on ne peut pas revenir. Même la restauration monarchique ne peut pas revenir là-dessus. En revanche, quand la révolution bolchevique abolit la propriété par décret, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on a une propriété oligarchique en Russie. Donc, si vous voulez, et on pourrait... Regardez la Révolution française, c'est quoi ? On recompose un système de gouvernance, on ne le change pas, il n'y a pas de rupture, mais autour d'un nouveau centre qui n'est plus le roi héréditaire, mais le Parlement élu. Révolution démocratique. Vous recomposez la propriété donc autour de 2 millions de personnes et non pas d'aristocrates. Révolution libérale. Vous recomposez le système économique, non plus autour de la rente foncière, mais de la plus-value du capital. Révolution industrielle. Vous recomposez le système de la chrétienté, non plus autour du Vatican, mais d'une assemblée de pasteurs. Révolution protestante. C'est-à-dire toutes les révolutions, les vraies révolutions protestantes, et aujourd'hui la révolution culturelle, c'est la recomposition du système culturel autour, non plus du papier, mais de l'écran. C'est une recomposition technocratique, technologique. Voilà, la révolution, c'est une recomposition, ce n'est pas une rupture. Alors, on aimerait maintenant entendre les propos des philosophes sur ce que vient de dire le philosophe du dimanche. On commence par Edgar Morin ? Non, parce que moi, je dirais qu'il faut combiner rupture et continuité. Par exemple, si vous voyez la transformation d'un primate en hominien et finalement qui va aboutir à l'homo soi-disant sapiens, il y a eu plusieurs espèces qui se sont succédées, qui ont été éliminées. Il y a un processus continu, disons, d'ascension vers ce bibétisme et ce gros cerveau, mais à travers... Oui, vous voulez dire que ça aurait pu être le cochon qui devienne l'homo sapiens, et ça a été le singe. C'était plus difficile, mais enfin, on a beaucoup de traits communs. Mais ça a failli se faire. Non, il y a un problème de cerveau et de main, n'est-ce pas, qui a joué. Mais prenez la révolution industrielle, elle s'est traduite par la liquidation, notamment en Angleterre, de la paysannerie qui a été jetée dans les villes. Enfin, il faut voir, moi je dirais les deux aspects. Toutes les grandes
Alors, vous avez tout à fait raison. Quand on veut faire la rupture absolue, comme l'a fait l'Union soviétique, au bout de 70 ans, le système a éclaté de lui-même, et ce qu'on avait cru refouler est resté. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant, on croit changer, et puis des choses réapparaissent. Mais je crois, cela dit, il y a effectivement des choses irréversibles. Celles-ci, quand même, ont constitué une certaine rupture. La Révolution a quand même coupé la tête du roi. C'était une rupture qui peut-être n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu... Parce que, vous savez, ça déclenche aussi des tourbillons historiques, des tragédies historiques. Et bon, le progrès humain, voyons la chute, la disparition de tous les empires de l'Antiquité, la disparition de l'Empire soviétique, de l'Empire ottoman. Moi, je vous inciterais à combiner les deux termes, rupture mais l'humanité, je veux dire simplement une petite remarque, Paul. Votre référence à l'apparition de l'homme me semble très intéressante, mais conforte cela. Parce que finalement, l'homme, on a 95% de notre génome, c'est celui du chimpanzé ou celui du singe. On a l'œil au même endroit, la testin au même endroit, l'estomac au même endroit, donc la structure, elle est là. Et on est apparu grâce à la structure. On ne pouvait pas apparaître hors de cette structure. C'est parce qu'on a arrêté de cette structure. Cela dit, une recomposition, c'est-à-dire la colonne vertébrale et des pieds, enfin disons, qui nous permet d'être debout, fait que le centre de notre système de valeurs n'est plus l'odorat, comme chez les bêtes, mais la vue. Et la recentralisation de la vue au détriment de l'odorat fait que tout à coup, derrière, il y a l'écriture, il y a la peinture, il y a l'art, il y a la civilisation. Donc on voit bien comment ce n'est pas une rupture, mais une simple recomposition qui provoque une véritable révolution. Nicolas Marzano. À travers des espèces différentes qui sont mortes les unes Entre après les deux. autres. Ah oui. Nicolas Marzano. Moi, je serais plutôt d'accord avec Edgar Morin, encore une fois. C'est-à-dire, il ne faut pas exagérer avec la rupture. Si la rupture est trop forte, après, il y a un risque de retour en arrière. Mais de temps en temps, il faut pouvoir rompre pour pouvoir recomposer. Parce que sinon, comment serait-il possible de pouvoir recomposer s'il n'y avait pas eu auparavant un moment de rupture? Et je donne un autre exemple. Et de décomposition. Quand on commence, par exemple, une psychanalyse, on déconstruit. Il y a un moment de rupture. Si on ne reconnaît pas cette nécessaire rupture, comment pourrait-on recomposer et petit à petit changer là où on a la nécessité de quitter quelque chose de son propre passé? Alors après, les passés ne passent jamais complètement, certes, mais il faut un moment de rupture pour pouvoir dire à partir de là, je vais essayer de recomposer de façon différente parce que j'ai dit au revoir à ce à quoi j'étais extrêmement attachée auparavant. Donc je crois qu'il faut essayer effectivement de composer rupture et recomposition. Alors Alain Finkielkraut, le changement est-il un progrès? On l'a pensé très longtemps, d'où d'ailleurs le recours des politiques à ce terme. Ils n'ont quelquefois même pas besoin d'y mettre un contenu. Le mot changement étant très positivement connoté, si on change, ça excite les foules. C'est vers une amélioration, un bien-être plus grand, un accroissement des libertés. Et toute la question se pose de savoir aujourd'hui, en effet, si le changement est encore un progrès. Ça change, mais dans quel sens? Marx disait, toutes les philosophies jusqu'à présent ont interprété le monde et ce qui importe aujourd'hui, c'est de le transformer. C'est la 11e thèse sur Feuerbach. Et un philosophe contemporain, Odo Marquardt, philosophe allemand, a eu cette phrase que je trouve très belle et qui correspond, me semble-t-il, à l'urgence de notre temps et à cette métamorphose paradoxale du changement. Toutes les philosophies de l'histoire, dit-il, ont transformé le monde ou voulu le transformer, et ce qui importe maintenant, c'est de l'épargner. Donc, le paradigme du changement, je crois, est en train de perdre sa pertinence, même si le mot continue d'être employé par les hommes politiques. Ce qui importe de plus en plus, peut-être pas seulement, mais de plus en plus, c'est de sauver le monde et pas simplement, justement, de le changer. Et tout d'un coup, la préservation ne relève pas du conservatisme, d'un conservatisme étroit, si vous voulez, frileux, mais effectivement du salut de l'humanité.
Oui, mais sauver le monde nécessite un grand changement dans nos mentalités, dans nos actions et dans nos politiques. Alors, avant de prolonger le débat avec notre prophète certifié Emmanuel Todd, notre philosophe maison Alexandre Gamelin s'interroge sur le changement. Est-ce que le changement est écrit d'avance? On regarde. Les démographes sont-ils les nouveaux prophètes? Autrement dit, la connaissance de données démographiques peut-elle nous permettre de prédire l'avenir? Prenons l'exemple du printemps arabe. Alors que la grande majorité des observateurs s'étonnaient de cette révolution dans des pays qu'on croyait insensibles à la démocratie parce que soumis à l'islam, Emmanuel Todd et Youssef Courbage rappelèrent qu'ils avaient prévu et annoncé ce mouvement dès 2007 dans Le Rendez-vous des civilisations. Pour eux, il existait une règle démographique universelle permettant de prévoir des révolutions et l'avènement à plus ou moins long terme de la démocratie, le taux d'alphabétisation. Cette thèse s'appuyait sur une observation minutieuse du passé. La révolution. Et cette fois-ci, tous les hommes sont libres de s'exprimer. La Révolution française avait été rendue possible lorsque 50% des hommes du bassin parisien savaient lire. Un taux similaire avec celui de l'Angleterre un siècle plus tôt, avec celui de la Russie au début du siècle et de l'Iran dans les années 60 et 70. Pour prévoir des révolutions, une analyse démographique du taux d'alphabétisation valait bien mieux que toutes les analyses culturalistes sur une pseudo-incompatibilité de l'islam avec la démocratie. Ceci dit, quelles tendances peuvent être inférées de certains faits démographiques sur l'évolution politique de nos sociétés? D'ici 2050, les plus de 60 ans seront multipliés par 2. Un seul exemple. La population française vieillit, c'est un fait démographique. Mais ce fait peut donner lieu à des évolutions contradictoires. D'un côté, on pourrait dire, parce qu'on sait que statistiquement, plus on est âgé et plus on est à droite, que la France sera de plus en plus à droite. Mais à l'inverse, on peut également penser que ce vieillissement va entraîner un problème de financement des retraites, donc probablement une paupérisation des seniors. Dès lors, les seniors ne risquent-ils pas de se tourner vers des partis défendant leurs acquis sociaux, du droit à la retraite au meilleur remboursement des frais médicaux? Or, ces priorités politiques sont souvent associées aux partis de gauche. En fait, les données démographiques, économiques, politiques, anthropologiques sont si nombreuses, si imbriquées et si contradictoires qu'elles ne peuvent donner lieu à un diagnostic certain sur le futur. Elles servent surtout à esquisser différents scénarios porteurs de risques, de dangers ou d'opportunités qui permettront de fixer des objectifs politiques pour que le présent serve à dessiner un avenir meilleur. Aux téléspectateurs qui nous rejoignent, je vous signale que vous regardez 2012 les grandes questions. Nous parlons du changement avec Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, anthropologue, historien, démographe, politologue, qui sort l'invention de la France, un atlas anthropologique et politique de la France avec son compère Hervé Lebras aux éditions Gallimard. Alors, vous avez une particularité, c'est que vous faites toujours des prévisions qui se vérifient, souvent. Ça s'est avéré pour la Russie, pour le printemps arabe. Alors, est-ce que le changement est écrit d'avance? Non, parce que mes succès prédictifs, en fait, ne sont pas si intéressants que ça. Le résumé était très bon, là, juste avant. Et c'est parce qu'en fait, si vous voyez, la Russie, c'était un pays qui était en rattrapage. Je veux dire, des pays réellement avancés de l'Ouest. Je veux dire, l'Europe, les États-Unis. Dans le cas des révolutions du monde arabe, c'est aussi du rattrapage. Hein, donc c'est voilà. Et en fait, ce qui est difficile. Oui, enfin, vous avez quand même prévu le changement dans le monde arabe. C'était pas prévu, même si ça a mal tourné. Oui, mais depuis, en fait, quand on dit la loi qui associe le taux d'alphabétisation à des seuils révolutionnaires, elle est, je veux dire, on la voit. C'est mécanique. C'est mécanique. Non, oui, mais on la voit réalisée dans le passé. Et puis, quand on est confronté à des pays moins avancés qui atteignent ce seuil, on va pouvoir dire, dans les années qui viennent, il va se passer quelque chose dans ces pays. Mais le vrai problème, c'est les pays, ce que j'appellerais, c'est ceux de la ligne de front, c'est-à-dire les trois pôles les plus avancés, c'est-à-dire les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon, qui sont les vrais lieux d'élaboration de la modernité, et pour lesquels il n'y a personne qui soit en avance sur eux et qui nous permette de prédire. Et actuellement, l'incertitude, je travaille là-dessus en ce moment, mais je n'ai aucune conclusion. Donc l'incertitude vient de ce qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe dans ces pays parce que, en vérité, l'avenir des pays les plus avancés n'est pas écrit. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des bornes qui peuvent être fixées. On peut dire on voit bien que le vieillissement de ces populations
Vous n'êtes pas très optimiste pour l'Allemagne qui vieillit, vous n'êtes pas très optimiste non plus pour la Chine, contrairement à ce que tout le monde dit, à cause du vieillissement de la population chinoise. Non, mais c'est un pays en rattrapage et qui fait un rattrapage sans doute déséquilibré, comme la Russie a fait un rattrapage équilibré. Mais l'une des particularités du monde actuel, c'est qu'il n'y a pas d'endroit qui aille très bien. C'est ça qui est difficile à conceptualiser. On passe toujours, l'attitude mentale de base, c'est de dire quand on a un problème ou quand un pays, un système a un problème, on va chercher ailleurs. Donc on dit avant c'était le modèle américain, puis japonais, puis américain, puis allemand maintenant, donc les gens sont fixés sur l'Allemagne. Mais ce qui est difficile à admettre comme réalité, c'est qu'actuellement, ça va plutôt mal partout, avec évidemment la catastrophe centrale qui semble pour le moment plutôt en Europe. Enfin, ça va pas mal au Brésil, ça va pas mal en Inde, ça va pas mal dans ces pays qu'on appelle les BRIC, là. Oui, mais Russie, si vous voulez, c'est terrible à dire, mais notamment. c'est ce que j'essaie d'expliquer, ou ce que vous avez résumé à propos de la Chine. Dire que ça va pas si mal que ça en Chine, c'est pas très intéressant. Je veux dire, c'est intéressant pour les gens qui font des taux de profit élevés en délocalisant le travail en Chine. Mais du point de vue du prospectiviste, ce qui serait important, c'est de comprendre ce qui se passe dans les pays de la triade. Et le grand mensonge ou la grande illusion de l'époque, c'est l'idée que les émergents, ce sont eux qui font l'histoire. En vérité, la globalisation a été décidée, je dirais, aux États-Unis, en Europe et acceptée au Japon. Ce sont toujours les pays les plus avancés, je veux dire, qui définissent le futur, et ils sont dans l'incertitude, avec un paradoxe supplémentaire. C'est que les pays les plus avancés sont effectivement, comme c'était résumé, vieillissants. Donc il y a un côté, il y a quelque chose, il y a un élément de ralentissement, je ne dirais pas de sénilité, mais de débats qui tournent en rond, qui n'avancent pas, qui sont les mêmes, etc. Mais c'est quand même ces pays qui n'avancent pas en termes de décision politique, qui produisent la modernité technologique, je veux dire les brevets, la concentration de la production de brevets dans le monde est actuellement plus concentrée qu'elle n'était avant. Vous voulez dire, ce sont les États-Unis, le Japon, si vous voulez, l'Europe, le Japon est un lieu d'examen très intéressant de la modernité. Alors tout le monde dit que le Japon est une société totalement déclinante, totalement en crise. Honnêtement, quand on va au Japon, il y a beaucoup de pays qui aimeraient décliner comme ça. Hein. Je ne parle pas de Fukushima, mais le Japon produit à lui tout seul 30% des brevets mondiaux. Les États-Unis, 27%. Vous voyez, donc c'est le patinage de ces sociétés d'élaboration de la modernité qui crée le sentiment. Jean-François Kahn. Non, je voulais simplement dire que le pays qui est sans doute dans la situation la plus pré-révolutionnaire aujourd'hui, c'est la Chine. C'est les antagonismes sociaux, les contradictions économiques en Chine ont atteint un point qui fait que c'est sans doute le pays où... Attention, avant de vous engager, écoutez le prophète, Jean-François Kahn. Qu'est-ce qu'il dit, le prophète? Justement, là, je suis en train de dire que mes prophéties n'étaient pas... Non, mais il est trop modeste. Ça vous embouche un coin quand même, vous et Edgar Morin. Quelqu'un qui prévoit l'avenir avec les courbes démographiques, c'est extraordinaire. Mais je suis tout à fait épatant. Seulement, il y a une chose qui est difficile à prévoir, ce sont la grande transformation. Parce que il y a une chose essentielle. Toutes les grandes transformations dans l'histoire sont venues à partir de déviants ou d'individus isolés. Bouddha, Jésus, Paul de Tarse, Mohamed, Marx, Proudhon, mais je dirais même la démocratie est née dans une petite bourgade de Grèce. Le capitalisme était un phénomène marginal et parasite dans le monde féodal. La science moderne, c'est 5 types au XVIIe siècle, Galilée, Descartes, Gassendi, Bacon, et c'est devenu des forces formidables. Si on oublie ça, si on oublie que tous les changements commencent par des déviances, que si ces déviances ne sont pas écrabouillées, deviennent des tendances historiques et des forces historiques. Et de même aujourd'hui, moi je dis qu'il y a des grouillements de changements, d'initiatives multiples et peu connues qui sont des déviances, mais qui n'arrivent pas à se conjoindre, à s'unifier. Et à mon avis, ce sont elles les sources du changement encore totalement invisibles. Jean-François Kahn. Je pense que l'idée que développait Furet, que tout à coup, ça y est, à cause d'échecs ou à cause de catastrophes, aujourd'hui l'ère des révolutions, au sens où je l'entends, est terminée, c'est absolument extraordinaire, parce que c'est l'erreur que faisait l'Union soviétique, d'une certaine manière, qu'en font Hegel et marxistes de la fin de l'histoire. C'est-à-dire, à un certain moment, parce que, selon Hegel, on est arrivé à une espèce d'État national prussien, soi-disant exemplaire, l'histoire s'arrête, ou l'idée de Marx, selon laquelle, selon on a fait une société idéale et parfaite, l'histoire s'arrête. Mais elle ne s'arrête pas,
forcément l'idée qu'elle s'arrête est absurde. Il y a toujours des révolutions à venir. C'est le moteur même du changement et de la transformation des sociétés. Elle a fait quelle compte ? L'histoire avance et qu'elle soit problématique, nous en avons la preuve précisément avec ce qui se passe dans le monde arabe. Le printemps arabe, mouvement extraordinaire à plus d'un titre, grand commencement politique que l'on pouvait certes annoncer ou prévoir, ou en tout cas que certains ont été capables d'annoncer ou de prévoir, mais dont on ne sait pas ce qu'il va donner. Il ne s'agit pas de dire qu'il y aurait une incompatibilité entre l'islam et la démocratie, mais que devient, si vous voulez, notre idée de la démocratie quand précisément il y a une aspiration démocratique à l'islam. Parce que c'est un peu ça qui se passe. Et cette aspiration était déjà exprimée place Tahrir. Parce que place Tahrir, les manifestations étaient interrompues par des prières. Et quand le Youssouf al-Qaradawi, qui vient d'être interdit de présence au congrès de l'UOIF, est venu faire un prêche à place Tahrir, eh bien, il a été accueilli comme un héros. Et c'est un homme absolument terrible qui a vanté les mérites de Hitler, qui a administré une leçon nécessaire aux Juifs. Et aujourd'hui, certes, le parti Ennahda a refusé d'inscrire la charia dans la Constitution, mais en ajoutant aussitôt que 90% y étaient déjà. L'islam est présent dans la Constitution. Donc, oui, mais il ne l'a pas mis quand même. Mais bien sûr, et c'est un moment très important. Donc, mais rien n'est joué. Donc, vivons-nous avec la démocratie un moment de rencontre des civilisations? Pouvons-nous nous défaire d'un revers de main du schéma de Huntington qui n'appelait pas à un clash des civilisations, qui constatait simplement leurs divergences? Voilà des questions qu'il faut se poser parce qu'en effet, l'histoire est ouverte. Non, je reste dans cette idée qu'on peut prévoir des choses parce que les pays, par exemple, les pays arabes, font l'histoire avec un temps de retard en termes d'alphabétisation ou d'évolution religieuse. Donc on a tous les indicateurs démographiques qui montrent que la transition démographique est achevée. Ça veut dire que les conduites sexuelles sont modifiées. En Égypte, par exemple, on sait que l'endogamie, le taux de mariage entre cousins s'effondre et qu'il y a un phénomène de rapprochement à ce niveau-là. Et puis surtout, on a l'histoire politique de l'Europe, l'instauration du suffrage universel, qui a produit exactement le même genre de déception chez les libéraux au début du XXe siècle qu'actuellement. C'est-à-dire que le suffrage universel, dans une bonne moitié de l'Europe continentale, a révélé la puissance de l'Église catholique, avec la montée en puissance des partis démocrates chrétiens en Belgique, en Autriche, dans la moitié de l'Allemagne, en Italie. Souvent d'ailleurs porteurs d'une idéologie vaguement antisémite, et puis tout ça a été apprivoisé. Donc là, on a encore des parallèles, et il y aura encore des soubresauts. Mais je dirais qu'on peut être très raisonnablement optimiste. Emmanuel Todd, une question d'actualité. Que pensez-vous des capacités d'acclimatation de l'islam en France, disons après notamment l'affaire Mohamed Merah? C'est comme d'habitude, je suis déphasé parce que le temps des politiques n'est pas le temps des démographes. Les politiques, ils sont dans une anxiété. Justement, c'est pour ça qu'on aimerait avoir vos prévisions. Et donc, je vais apparaître comme d'habitude complètement décalé parce que mes indicateurs... C'est bien. Donc, on va mesurer d'un côté des taux de chômage épouvantables chez pas mal de gosses d'origine immigrée, si on peut dire, mais qui ne sont en fait qu'une partie des taux de chômage abominables de la jeunesse et qui reflètent le fait que les plus faibles, les derniers arrivés, supportent encore plus que d'autres jeunes le coût de la baisse des conditions, pour les jeunes, mais si on regarde diverses mesures de l'acculturation, de l'acquisition, de la langue, du système de mœurs, si on regarde les taux de mariage mixte, c'est pour moi, à long terme, absolument évident que la France va tout à fait réussir à devenir une société. Je ne serai pas là pour le voir. Alors vous me direz, c'est facile de faire des prédictions. Quand, je vais dire du style, les conseillers ne seront pas les payeurs. Mais les taux de mariage mixte nous disent toujours que je peux vous dire
qu'en 2050, la France sera une société où les notions de race blanche, noire ou blanc foncé n'auront plus de sens, où ce sera une race nouvelle, un monde nouveau, et on dira que la France a réussi. Et puis derrière, il y aura toute la fureur, les historiens disant « Ah putain, ils étaient super énervés au début du 3e millénaire. Vous avez vu cette campagne-là, la campagne de 2012, avait totalement dérapé parce qu'un schizophrène de Toulouse, manipulé ou non par des services secrets, avait fait quelque chose. » Vous voyez, je suis pas. Quel service secret? Mais non, je parlais comme un historien du futur. Oui, mais je ne vois pas très bien ce qu'un historien du futur pourrait nous dire de la manipulation par des services secrets d'un homme qui s'est sans doute auto-radicalisé. Non, je ne voulais pas parler de cette histoire. Je voulais bien dire que je n'étais pas dans le sujet. Mais ce n'est pas mon sujet non plus. Ce n'est pas mon sujet non plus. Je trouve simplement que cette suggestion ou cette supposition ne sont pas tout à fait bienvenues. Ce qui serait bienvenu, en revanche, ce serait une enquête journalistique fouillée sur 2 choses. Comment ont été accueillis dans les écoles françaises les minutes de silence, où et par qui ont-elles été respectées? J'étais en Belgique et on m'a dit qu'une minute de silence devait être respectée et que ça avait été très difficile dans un certain nombre d'écoles, pour des raisons qu'on peut bien imaginer. J'avais lu un article de Libération dans ce sens. On peut aussi s'intéresser à ce qui s'est passé sur Internet. Oui ou non, la mort de Mohamed Merah l'a-t-elle héroïsé, et jusqu'à quel point? Voilà des questions qui sont certes d'actualité, mais qui intéresseront peut-être aussi les historiens du futur. Et de toute façon, voilà, c'est très intéressant. On peut pas théoriser, c'est très dangereux de théoriser sur des minorités de minorités. Il ne s'agit pas de théoriser. C'est extraordinaire. Non, Je théorise lorsque je demande un travail journalistique. Je ne théorise pas, je dis, dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On dit, à juste titre, il ne faut pas stigmatiser les musulmans, et c'est très juste, et ça doit être répété, mais il faut s'interroger sur le fait qu'aucun musulman de France n'ait pris l'initiative d'une manifestation en disant simplement le seul problème, c'est que nous sommes victimisés et stigmatisés. Alors j'ajoute simplement que la France connaît une mutation énorme. Depuis, en effet, dans les années 60, il y a eu une grande importation de main-d'œuvre suivie du regroupement familial. Une nouvelle société se crée. Et Marcel Gauchet a remarqué de manière très intéressante que sur ce point qui est absolument central, il n'y a jamais eu, si vous voulez, la moindre consultation, la moindre décision démographique. Voilà un changement radical qui affecte la France, un changement qui nous arrive, mais que nul n'a vraiment décidé, et certainement pas le peuple en son nom. Oui, et ça fait partie, si vous voulez, d'une sorte de dépossession démocratique qui mériterait d'être interrogée avant de se projeter dans l'ironie éventuelle des historiens de 2050, parce que, à voir ce qui se passe dans le reste de l'Europe, je doute, moi, de cette ironie. Un mot d'Emmanuel Todd, une conclusion d'Edgar Morin. Si vous voulez, le propre des phénomènes démographiques, c'est qu'ils sont rarement décidés démocratiquement, et surtout qu'on comprend rarement à temps ce qui se passe. Par exemple, il y avait une comparaison très intéressante qui avait été faite par François Héran sur l'augmentation du nombre des vieux dans la proportion de la population qui déforme le jeu démocratique. Certainement. C'est-à-dire l'élévation de la structure d'âge crée une Europe assez conservatrice, etc. Et je crois que je me souviens qu'Héran disait très justement, on pourrait concevoir l'augmentation du nombre des vieux dans la population comme une immigration sauvage venue d'on ne sait où, de cet accident de la baisse de la fécondité et de l'amélioration du traitement des maladies cardiovasculaires. Donc ça fait partie des choses qu'il faut constater. L'idée que la démocratie pourrait contrôler la démographie est tout à fait absurde. Je me souviens de l'époque où les démocrates... Il s'agit de contrôler l'immigration, ce qui n'est pas la même chose. Je me souviens que quand je travaillais sur la Russie, quand je travaillais sur l'Union soviétique et sa désintégration, j'avais en main des ouvrages ou des articles de démographes soviétiques
qui se plaignaient de ce que la population commençait à bouger trop et qu'on ne pouvait plus bien la mesurer. Les gens se plaignent toujours de l'évolution démographique. Il ne s'agit pas de démographie. Je crois que quand même, puisque Finkielkraut, ce qui tire de l'affaire Mera, c'est l'héroïsation de Mera dans des gens dont il voudrait faire la statistique. Bon, moi je crois que ce qui est important dans cette affaire, il se situe dans un contexte qui est quand même des attitudes de mépris, de dédain, de xénophobie, parfois de racisme, de rejet, d'incompréhension, de mélange où le musulman devient un islamiste et un terroriste. C'est-à-dire que ceux dont souffrent, comme des juifs ont souffert pendant une époque précédente de phénomènes de dédain, d'humiliation, on tue les juifs et c'est les musulmans qui souffrent. Parce que vous ne savez pas ce que les gens vivent quand ils sont humiliés. Oui, mais enfin, je regrette, mais laissez continuer. Laissez continuer, monsieur. Je sais ce qu'ont vécu les trois enfants assassinés à Boutouchan, quand même. Mais non, mais d'accord, mais puisque vous parlez d'héroïsation, moi, puisque vous parlez, bien sûr, c'est touchant. Et bien sûr, c'était bouleversant. Et il y a aussi les parachutistes, qui en plus un était musulman et l'autre était antillais. Bien entendu. Mais ils ont été visés en tant que soldats français. Puisque vous parlez de Mera, et vous parlez de ce système, et vous parlez des musulmans, je crois que, écoutez, je crois que c'est très important pour vous, puisque vous avez remarqué que le plus important pour le printemps arabe, c'est la présence d'un nazi salafiste quelque part. Mais je crois qu'il faut situer ça dans un contexte beaucoup plus ample. Et le contexte français, c'est quand même la situation malheureuse, psychologiquement. Et quand certains rejettent ce qui les rejettent, c'est regrettable, c'est condamnable. C'est pas juste ça, c'est que l'affaire Mera, je suis content d'avoir entendu ça. Qui est un problème fondamentalement de psychopathologie, en fait, est intervenu, je veux dire, dans une France où, depuis plusieurs années, on envenimait consciemment les passions ethniques. Vous savez, moi je m'étais beaucoup intéressé à la psychiatrie quand j'étais jeune et moins bien dans ma tête. Et ce qui est caractéristique, je dirais, des maladies mentales, c'est qu'elles s'expriment comme quelque chose de parfaitement individuel, mais elles utilisent pour s'exprimer des symboles fournis par la société. Et donc, si vous faites une entrée en schizophrénie dans la France des 5 dernières années, je veux dire, cette entrée en schizophrénie a de fortes chances d'utiliser le langage des conflits ethniques qui ont été agités. Comme on dit toujours les fous, ils se prennent pour le Christ, ils se prennent pour Napoléon. On est dans des choses comme ça. Je voudrais demander, moi, à Alain Finkielkraut, si on parle du changement, si on vraiment s'interroge sur le changement, pourquoi, au lieu de s'intéresser aux grands mouvements, c'est-à-dire aux grands mouvements majoritaires ou potentiellement majoritaires, c'est-à-dire tous ces gens, le fait qu'il y a eu une sorte de consensus pour rejeter, pour dire c'est horrible, que 80% des Français n'acceptent pas ça, que des tas de musulmans que j'ai entendus disent c'est horrible, on ne veut pas être représenté par ça, que des musulmans ont appelé à des manifestations. Non. Comment ne pas prendre conscience, comment ne jamais prendre acte de ça? Comment ne pas prendre en compte ça? Et sans arrêt prendre en compte le type tout seul, le petit groupe tout seul. Qu'est-ce qu'on veut démontrer en faisant ça? Ça veut dire en effet qu'on ne veut pas permettre le changement. Un mot d'Alain Finkielkraut et on passe à la suite. On ne peut pas tout réduire. On écoute Alain Finkielkraut. On ne peut pas tout réduire à des réactions psychanalytiques. Jean-François Cotte, on écoute Alain Finkielkraut. Je suis stupéfait par ces réactions. Je demandais seulement aux journalistes de faire ce travail, et je pense en effet qu'il aurait dû être accompli. Mais vous avez lu dans les journaux, donc il ne l'a pas été. Il ne l'a pas été. J'ai lu quelque chose ici ou là. Je remarque simplement que en 2002 est paru un livre intitulé « Les territoires perdus de la République » que je vous invite à lire et à relire. Et je pense que de 2002 et à 2012, les choses n'ont pas changé, les choses se sont sans doute aggravées. Voilà. Et donc, il ne s'agit pas... un journal où on n'arrêtait pas de dire ça. On peut pas passer d'un extrême à l'autre. On n'a pas arrêté de dire ça. Et ce n'est pas une raison pour passer à l'extrême inverse. Je ne suis passé Il y a un moment où il faut garder une ligne raisonnable. Je ne suis passé à aucun extrême et je m'arrête parce que je trouve cette discussion brûlante et en même temps très symptomatique. Bon, avant de continuer ce débat avec l'essayiste Marcella Yacoub, qui va nous parler des nouvelles mœurs, notamment sexuelles, notre philosophe maison Alexandre Gamelin s'est intéressé au changement des mœurs. On regarde. Comment les mœurs vont-elles changer dans notre société?
D'un côté, on a le sentiment de se diriger vers une société où chacun peut choisir sa sexualité en toute liberté et sans risque de discrimination. Ainsi, 63% des Français sont désormais pour le mariage homosexuel et 56% sont pour l'adoption pour les couples homosexuels, contre 28% en 98. Ces deux mesures seront sans nul doute adoptées à court ou moyen terme. Aujourd'hui, le sexe n'a plus rien d'un tabou. Au contraire, il est partout. À la télé, au cinéma, dans les clips, dans les pubs, à la une des journaux féminins, sur Internet. Les journaux féminins nous l'expliquent à longueur d'année, pas de bonheur possible sans une sexualité épanouie et performante. De tabou, le sexe est devenu une norme. Ce qui pose d'ailleurs un problème, puisqu'on n'est pas forcément plus libre face à un interdit que face à un impératif. Mais il n'est pas certain que ce mouvement se poursuive. Un rapport récemment commandé par le gouvernement indiquait que 80% des garçons et 50% des filles adolescentes avaient vu au moins un film pornographique dans l'année. Comment des individus confrontés si tôt à des formes de sexualité particulières, spectaculaires et souvent violentes, vont-ils construire leur rapport à la sexualité? Et comment les protéger? Face à cela, la tentation est de construire des lois pour protéger les jeunes gens et pour cela, de censurer une partie de ces images. Mais qui dit censure peut aussi signifier retour d'un certain puritanisme, voire d'un ordre moral. Marcella Yacoub, dans Vers une société de violeurs, rappelle la nouvelle confusion entre débauche et perversion révélée par l'affaire DSK. Parce que les journalistes savaient que Dominique Strauss-Kahn avait un appétit et des pratiques sexuelles hors normes, la probabilité de sa culpabilité dans une affaire de viol a été rapidement établie. Débauché, donc coupable. Adepte de parties fines dans l'affaire du Carlton, donc coupable dans l'affaire du Sofitel. Sous prétexte de protéger une victime présumée, on condamnait d'avance un présumé innocent. D'où la crainte, sous prétexte de protéger les femmes, toutes présumées victimes d'une société dominée par les hommes, d'aller vers une société qui judiciarise de plus en plus notre rapport au sexe et à notre corps. Bonjour, vous devriez monter me voir un peu plus souvent. Demain, la sexualité pourrait entrer dans une ère du soupçon généralisé, où les hommes seraient toujours suspects de vouloir imposer leur domination par le sexe. Un seul exemple. En 1989, l'État de Pennsylvanie eut à juger une affaire dans laquelle une jeune fille accusait son petit ami de l'avoir violée. Il n'y avait ni preuve de violence, ni de menace, mais le jeune homme fut condamné à 5 ans de prison. Pourquoi ? Parce que la cour jugea que même si la jeune fille avait exprimé son consentement, elle était psychologiquement vulnérable du fait qu'elle était amoureuse de lui. Il y avait donc viol. Une perspective à vous couper tout désir de sexe. Alors me direz-vous, il faudra toujours avoir des relations sexuelles, ne serait-ce que pour se reproduire ? Il vous faut un homme. Eh bien, justement, pas sûr. D'ici à 2050, des utérus artificiels permettront de procréer sans utiliser le ventre de la mère. Et en laboratoire, on est déjà capable de fabriquer des souris à partir de 2 souris femelles. Français, encore un effort comme disait l'autre, le sexe ne sera peut-être bientôt qu'une histoire ancienne. Alors aux téléspectateurs qui nous rejoignent, je signale que vous regardez 2012, les grandes questions, magazine philosophique qui parle des grands thèmes de la campagne présidentielle de 2012. Ce soir, nous parlons du changement. On va en parler avec vous, Marcella Yacoub. Bonsoir, vous êtes juriste, chercheuse au CNRS, iconoclaste, parce que vous avez publié d'ailleurs un livre très iconoclaste à propos de l'affaire DSK, une société de violeurs aux éditions Fayard. Et la première question qu'on a envie de vous poser, évidemment, à propos du thème du changement, c'est vers quel changement allons-nous en matière de mœurs? Ouais. Je vois qu'on va vers une société dans laquelle le sexe va devenir de plus en plus, de plus en plus difficile. Le sexe apparaît de plus en plus comme une source de dangers, des cataclysmes, des dominations, etc. en fait. Et alors, l'évolution des mœurs en matière, par exemple, de prostitution, vous voyez, les choses vont dans quelle direction aujourd'hui? Et aussi, je crois qu'on va de plus... Il y a une sorte de judiciarisation, si on en juge par l'affaire DSK, les derniers développements, par exemple. Oui, là, il y a et c'est intéressant parce qu'on a traité des clients comme des proxénètes, en fait, du seul fait qu'ils ont eu une sexualité collective, en fait. Là, c'est intéressant parce que, enfin bon, je ne vais pas parler de cette affaire en particulier, mais il y a à chaque fois une volonté de stigmatiser dans notre société toute forme je crois que la sexualité en tant que telle, non pas. Avant, on disait peut-être la sexualité était hiérarchisée en fonction avait lieu dans un mariage ou dans un couple, etc. Mais aujourd'hui, avec toute la manière de problématiser même la question du viol, les rapports au sein même du couple sont devenus
des plus problématiques. En fait, on dit que le plus grand nombre de viols ont lieu au sein du couple. En fait. Ouais. Alors, même coup, il n'y a même pas le couple qui soit épargné de cette problématisation du sexe comme violence, en fait. Emmanuel Todd, le prophète Non, honnêtement, ce n'est pas un gros domaine de compétences. Mais non, je ne sens pas ça. Je vois qu'il y a eu un mouvement de libéralisation qui a produit dans certaines zones des excès. Il y a eu cette révolution technique des méthodes contraceptives modernes. Et je pense que, très banalement, que les êtres humains trouveront toujours la sexualité assez intéressante. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas scientifique comme terme. C'est une... Avec la dimension affective, d'ailleurs, qui n'est pas forcément, ou qui n'est même pas dissociée de ce qu'on conçoit généralement comme du cœur de la sexualité. La chose qui est la chose, comme on dit comme disait ma grand-mère. Mais je pense que non, c'est un besoin et un plaisir humain fondamental dont je prédis la survivance. Je n'ai pas dit que ça va disparaître, qu'on va devenir comme des chiens ou des chats qui sont stérilisés. Ça c'est possible aussi. Mais moi, je ne crois pas que ce soit exactement la voie qu'on va suivre. Mais... Je pense qu'on a un problème de régulation, d'établissement, de nouvelles normes. Je me souviens d'une époque où... ça devait être dans les fin des années 70, il y avait des débats, j'étais au Monde des Livres, et il y avait des gens à l'époque qui disaient encore que la pédophilie était un concept intéressant. Les gens n'avaient pas su où fixer la limite. Dans les années 70, oui. Voilà, et donc moi je sais que j'avais scandalisé des gens que je ne nommerai pas en disant qu'il fallait... Je vais déjà avoir un enfant à l'époque, j'avais scandalisé en disant oh, non, là quand même, vous allez me trouver un peu raide, mais je trouve que la pédophilie est un mauvais concept. Et puis finalement, c'est devenu l'attitude générale. Donc je pense qu'il y a encore une régulation, des normes sociales nouvelles plus larges et plus tolérantes qu'autrefois, mais ce n'est pas encore très bien établi. Mais je ne vois pas du tout venir une situation de crise dramatique. Alain Finkielkraut ? Il est difficile, en effet, de se faire une idée parce que les signaux sont contradictoires. Je ne crois pas qu'on reviendra sur la libéralisation sexuelle. Il y a des attitudes qui ont disparu, bien sûr. La virginité des femmes ne doit plus être préservée à tout prix. Les parents n'exercent plus, à partir de l'adolescence, de contrôle sur leurs enfants. Et donc, il y a une libéralisation et même une banalisation de la vie sexuelle. C'est-à-dire, on peut faire l'amour comme ça, sans engager tout son être, et en tant qu'expérience intéressante. Le mot lui-même est intéressant. Il témoigne justement de cette désacralisation du sexe. C'est une mauvaise interprétation. C'était une façon pudique de parler des choses. Mais je ne pensais pas juste seulement... Non, voilà. Mais je le reprends à mon compte... Parce que vous pensez que c'était un nouveau concept. Non, je le reprends à mon compte dans le cadre de cette démonstration. Mais d'un autre côté, il y a des passions dans notre société. Et le féminisme est porteur d'une sorte de passion égalitaire. Et il voudrait soumettre le rapport sexuel, justement, aux critères de l'égalité. Et cela, c'est très difficile, car dans la sexualité, il n'y a pas forcément des rapports de domination. On n'entre pas dans cette alternative domination-égalité, mais il y a des formes d'ascendant qui peuvent être exercées. Et si on place tout cela sous surveillance, alors en effet, il y a un risque et il y a un problème, et ce problème existe aux États-Unis. Et l'affaire Strauss-Kahn, là je rejoins totalement Marcela Yacoub, doit être regardée avec beaucoup d'intérêt parce qu'elle a donné lieu à un déchaînement des deux côtés de l'Atlantique très inquiétant. Nous croyons être préservés de ce puritanisme, de ce néo-puritanisme américain, mais quand on voit qu'on a mis 3 juges d'instruction dans les conditions où vit aujourd'hui la justice, sur le dos de Dominique Strauss-Kahn, pour l'accuser de proxénétisme, et non pas de complexité de proxénétisme, aggravé en bande organisée, alors qu'il était un client qui choisissait les femmes avec lesquelles il voulait
avoir des parties fines, les cheveux vraiment se dressent sur la tête. Donc, banalisation, c'est vrai, libéralisation, c'est vrai, mais cette affaire doit être scrutée de très près parce qu'elle a quelque chose d'inquiétant. Michela Marzano? Oui, moi je ne vais pas intervenir directement sur l'affaire DSK, je pense que beaucoup de choses ont été déjà dites. En revanche, je voudrais revenir un peu sur la question des fonds. Alors évidemment, personne ne sait ce qui va devenir la sexualité, mais c'est vrai qu'on est face à une situation contradictoire. C'est-à-dire, d'une part, on a effectivement une tendance à aller vers une acceptation à juste titre d'un certain nombre d'attitudes et de comportements. On parlait dans les reportages, on parlait de l'homosexualité, de l'homoparentalité. Évidemment qu'on va y aller. Sauf que, parallèlement, on a, par exemple, en Italie, aux États-Unis, on a des discours extrêmement inquiétants, par exemple, par rapport à la question de la contraception ou de l'avortement. Donc, effectivement, il peut y avoir un risque d'un retour en arrière. Là où, en revanche, je ne suis pas du tout d'accord, pardonnez-moi, Alain Finkielkraut, mais comment pouvez-vous voir quelque chose de dangereux dans la tentative des femmes d'aller de plus en plus vers une question d'égalité? Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y ait pas des rapports de domination de temps en temps à l'intérieur d'un échange sexuel, mais je crois que ce qui était très important dans les cadres des débats des SK, sans rentrer sur les cas spécifiques, parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de dérives. Mais ce qui était très important, c'était la libération des paroles d'un certain nombre de femmes qui subissaient une forme de violence. La violence n'est pas que physique, il y a aussi une violence symbolique. Et ça, je trouve que c'est très important et ça n'a rien à voir par rapport à la codification de la sexualité. Je suis désolée, ça n'a absolument rien à voir. Je pense qu'il faudrait de plus en plus comprendre que là où la parole d'une femme dit non, ces non doit être pris au sérieux. Après, on fait ce qu'on veut dans sa vie sexuelle. On peut avoir une sexualité débridée, multiple, hétéro, homo, bi. On peut faire ce qu'on veut, sauf qu'il faut prendre au sérieux la parole d'une femme. Et je trouve que pendant trop longtemps, on ne l'a pas prise au sérieux. Donc, ça a été l'occasion. Pardon, je termine juste. Vous avez beaucoup parlé. Donc, je termine juste. Au-delà de l'affaire en lui-même, pour lesquels il y a eu beaucoup de dérives, ça a été important parce que ça a permis de remettre au devant de la scène quelque chose dont on ne voulait plus parler. Je ne pense pas qu'on ne voudrait plus en parler, mais je voudrais effectivement lever tout malentendu. Le consentement est absolument essentiel et tout ce qui brise le consentement est une forme de violence. Simplement, il ne faut pas en arriver au nom d'une vision abstraite de l'égalité à contractualiser totalement le rapport sexuel comme cela tente à se faire aux États-Unis. Et Marcela Yacoub montre très bien dans son livre qu'un nouveau concept est apparu avec l'affaire Nafissatou Diallo, un concept étrange de consentement dominé. Le consentement dominé est fait de la sidération psychique. Alors voilà qu'on joue avec le consentement et ça, je crois que ça doit nous amener à beaucoup réfléchir. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, parce que la question, ce n'est pas tellement l'égalité ou l'inégalité, c'est la question du consentement. C'est-à-dire qu'on avait établi, la révolution des mœurs avait été faite à partir du consentement, non pas un consentement métaphysique, mais un consentement de la vie courante. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux acheter un appartement et je peux dire, je peux apparaître consentante, je suis consentante. J'aurais aimé m'acheter quelque chose qui coûte, par exemple, 10 fois plus. Mais moi, j'ai donné un consentement pour cet acte-là. Et de la même manière, quand on se marie, en fait, j'ai l'impression que j'ai consenti. Et là, la révolution des mœurs s'était faite autour de cette idée de consentement et qui est en train d'être défaite aujourd'hui avec toutes ces théories de la domination symbolique, de la domination machiste, etc. Alors, du même coup, c'est pourquoi la question du client de prostituée est en train de se poser. Ou de même que la question de pornographie, mais la client des prostituées, c'est peut-être le signe le plus intéressant de cette mise en question de la question du consentement pour réguler la vie sexuelle. Ce n'est pas une question d'égalité. Et là, je pense qu'il ne faut pas du tout confondre. Moi, je pense qu'il y a aussi une confusion entre le consentement et les fantasmes érotiques. Et, on ne peut pas réguler les fantasmes érotiques de la population. C'est quelque chose... Enfin, ceux qui veulent introduire dans le monde du fantasme érotique vont devenir des inquisiteurs. Ouais, en fait. Plus ça changera, plus ce sera la même chose. Emmanuel Todd. En fait, peut-être ça recoupe en fait, sur l'idée de mœurs plus libres, ne devant pas dépasser certaines bornes, tout ça c'est très bien. Ce qui est un peu inquiétant dans la période récente, mais ça fait un moment que ça dure, c'est de faire de la sexualité une sorte de rêve métaphysique.
C'est-à-dire de voir la sexualité au cœur des rêves politiques des gens, comme s'il y avait des gens qui, à un moment donné, avaient rêvé d'une cité du soleil sexuel, où les choses étaient belles et simples, un truc comme ça. Et ce qui m'a semblé entendre, ce que disait Alain Finkielkraut, c'est que Marcel Yacoub, c'est bon, la sexualité c'est compliqué, la passion c'est compliqué, l'amour c'est compliqué, et c'est clair que l'humanité ne va pas collectivement trouver l'équilibre dans une sexualité idéale. Jean-François Kahn ? Je ne crois pas qu'on peut isoler la question de la sexualité des problèmes globaux qui ont rapport avec le système économique, le système social, etc. On voit bien dans l'histoire, par exemple, comment, au rigorisme, à la pudibonderie de la Révolution française, vous avez l'explosion du directoire. Tout à coup, c'est-à-dire la révolution thermidorienne, c'est aussi une révolution sexuelle. Le couvercle ne tient jamais longtemps. Ouais, et ensuite, le bonapartisme, c'est le retour de nouveau à une espèce d'ordre moral, etc. Ça bout dans la casserole. La sexualité 68 art, c'est l'après 68 en général. Ce n'est pas que la sexualité 68 art. Et la même chose, une réaction moraliste, elle porte sur la sexualité, mais comme par hasard, on s'aperçoit qu'elle porte aussi sur les rapports sociaux, qu'elle porte aussi sur le tour. Et je crois que voilà. Donc il y aura des allers-retours, mais aujourd'hui, c'est lié à l'ensemble de l'évolution. On a un phénomène régressif aujourd'hui, globalement, économique, social, et il y a un phénomène régressif aussi sur le plan des mœurs et de la sexualité. Par rapport à ça, je pense que là, il y a moi, je pense que c'est faux d'imaginer qu'il y a une régression véritablement dans ce phénomène. Il faut voir que jamais la sexualité n'a été autant surveillée et contrôlée qu'aujourd'hui. Il n'y a pas du tout de régression, y compris, on regarde les années 50 par exemple. Jamais on a vécu dans un monde où la sexualité était si fliquée en fait. Autant de gens en prison, autant d'infractions, jamais. Voilà. Il n'a pas encore parlé, bon, c'est un grand penseur de réputation internationale, mais c'est aussi un grand amoureux. C'est un jeune marié. Comment il voit ces évolutions ? Écoutez, donc, tout d'abord, je crois que la femme sera de moins en moins un objet du plaisir masculin. Et je dirais que l'affaire Strauss-Kahn, en dépit de l'excès justement signalé de l'accusation de proxénétisme, est un moment justement dans cette évolution. Mais il y a la deuxième chose qui me semble importante, c'est qu'il y a deux tendances. Il y a la tendance à la liberté, à la pluralité, à la jouissance physique. Et cette tendance aboutit à une certaine désertification affective, désertification du donjuanisme, qu'il soit féminin ou masculin. Et dans le fond, il apparaît à un moment donné où l'amour est plus important, l'amour lié à un couple, donc avec une fidélité, devient plus important que de la jouissance pure. Alors on est dans une dialectique permanente, parce que plus on se perd dans la pluralité du sexe, plus on a besoin d'un amour qui, lui, est obligé d'une certaine façon de se renfermer sur le couple. Et donc, je pense que le jeu dialectique de balancier, il va continuer dans la mesure où l'époque n'apportera pas des prohibitions, des interdits, etc. Merci. Et pendant que notre quatrième expert, l'astrophysicien aussi brillant qu'une étoile, André Braic, nous rejoint, Alexandre Gamelin va se demander si la connaissance de l'univers et des étoiles change vraiment notre idée de l'espèce humaine. On regarde. Moins de 1 Français sur 3 considère que la campagne électorale apporte des réponses ou suscite de l'espoir, et c'est encore beaucoup trop. Car qu'est-ce que cette élection peut changer à nos vies, à nos questions et à notre condition? Pour l'essentiel, rien. On suit l'histoire de cette campagne comme on suivrait un jeu de télé-réalité ou un match de foot. Cela nous divertit, d'accord? Mais chacun sait bien que le 7 mai au matin, notre vie sera rigoureusement la même. Et on ne peut même pas en vouloir à nos hommes politiques d'ailleurs. Le monde n'attend pas l'élection du 6 mai pour décider de ses règles de fonctionnement et de son évolution. Le monde avance et le politique s'adapte. D'ailleurs, posez-vous la question, qu'est-ce qui dans les 20 dernières années a le plus changé la vie? L'élection de Giscard, Mitterrand et Chirac, ou l'invention d'Internet et du téléphone portable? Mais si on prend encore un peu plus de recul, tout ceci n'a absolument aucun poids à l'échelle de notre planète. Si on ramène l'histoire de la Terre à l'échelle d'une journée, l'apparition de l'Homo sapiens, il y a 4 millions d'années, se produit à 23h59 et 30 secondes. À cette échelle, il faut être bien orgueilleux ou bien aveugle pour croire que décider de qui gouvernera la France pendant les 5 prochaines années revêt la moindre importance.
Alors bien sûr, on pourra dire l'homme a aujourd'hui le pouvoir de détruire la planète. Donc, même si on raisonne à l'échelle de la planète, la politique, ça compte. Mais ça, c'est parce qu'on ne prend pas assez de recul. Que représente la planète à l'échelle de l'univers? La poussière d'une poussière de poussière, et encore. C'est un peu angoissant, non? Eh bien, cette angoisse, c'est la seule question qui ne changera jamais, quels que soient les hommes et quelles que soient les générations. Celle de notre place à nous autres, humains, coincés entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, qui rend nos vies si dérisoires. Cette angoisse, face au silence éternel de ces espaces infinis dont parlait Pascal, qui font de la campagne un divertissement géant qui, sous couvert de grandes questions, nous détourne de la seule vraie grande question: qu'est-ce qu'on fait là? What a wonderful world. Ah, Louis Armstrong, aux téléspectateurs qui nous rejoignent, je signale que vous regardez 2012 les grandes questions. Ce soir, nous parlons du changement. On en parle avec André Braic, bonsoir, qui est astrophysicien au Centre d'énergie atomique de Saclay, qui est un grand astrophysicien internationalement reconnu, puisqu'il a lui-même découvert les anneaux, les arcs de Neptune en 1984. Ça, c'est dans tous les livres. Alors, est-ce que connaître le ciel change l'homme, change notre conception de l'homme? Ça change tout. Pourquoi un jour les hommes se sont posés des questions? Qui sommes-nous? Allons-nous? Est-ce qu'il y en a d'autres? Etc. C'est parce qu'ils voyaient le ciel. Il n'y avait pas de pollution lumineuse. Et ce ciel que l'on voit étoilé, c'est extraordinaire, que nos hommes modernes ne voient plus. Et ça vous fait poser des grandes questions. Pourquoi ils ne le voient plus? Alors je réponds. Parce qu'ils ne le regardent pas. Ouais. 50% de l'humanité ne voit plus la Voie lactée. Ce qui fait qu'à chaque campagne municipale, pourquoi je plaide pour le maire qui supprime l'éclairage public. On verra enfin le ciel. Ah, c'est à cause de l'éclairage public. Bah, évidemment, évidemment. Et les grandes questions que je posées, je ne répondais pas comme Pierre Dac qui disait je viens de chez moi et j'y retourne, mais je répondrais comme ces grands philosophes qui se sont posés des questions. Et les questions pour y répondre, eh bien, nous avons la chance de vivre en fin de XXe siècle, début du XXIe, au moment où les premiers éléments de réponse, on peut les apporter. C'est-à-dire que nous sommes en train d'explorer cet univers qui ne ressemble en rien à ce qu'on m'a appris à l'école, même si je suis très âgé, il n'y a pas si longtemps que ça tout de même. Et cette somme de découvertes, je pense, va changer profondément notre histoire. À un moment, d'ailleurs étonnant, puisque j'entends quelquefois parler de crise, alors qu'on n'a jamais vécu aussi vieux, qu'on n'a jamais été aussi bien soigné, qu'on n'a jamais été autour de sécurité par rapport au Moyen-Âge et autres. Et donc, dans ces conditions, et au milieu de tout ça, la science est absente de la société civile. Braic, non seulement il est fascinant, c'est un type absolument fascinant, mais en plus il fait du bien. Mais attendez, c'est extraordinaire que nous vivons. Si moi j'étais né il y a 50 ans ou 100 ans, j'aurais été comme mes ancêtres au fond de la mine. Et à 50 ans, j'aurais été mort de la silicose, parce qu'ils étaient tous morts de la silicose. Et maintenant, j'ai le bonheur de faire un métier extraordinaire. Et non seulement je fais un métier extraordinaire, mais la République française me donne un salaire astronomique à la fin de chaque mois. Alors dans votre métier, il y a un truc de fou qui est sans doute en train de changer notre conception qu'on a de l'homme, tous. C'est ce qu'on appelle les exoplanètes, c'est-à-dire ces planètes dans des galaxies très lointaines qu'on découvre régulièrement en se disant... parce que vous le dites, vous, scientifiques, il y a sans doute de la vie là-dessus. Enfin, il y a tous les éléments pour... À la question, y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre? La seule réponse que je puisse apporter, c'est je ne sais pas. Oui, et puisque je ne sais pas, je cherche. Oui, alors et quand je cherche, ça marche pas mal. Et s'il y a de la vie près de nous, c'est quelques dizaines d'années-lumière, nous le saurons au XXIe siècle. Alors qu'on se posait la question depuis Démocrite, que Giordano Bruno était brûlé sur le bûcher pour avoir osé dire des choses comme ça, nous le saurons au XXIe siècle, et s'il y a de la vie intelligente, ce qui est notre affaire, nous le saurons au troisième millénaire. C'est-à-dire nous sommes à l'aube d'un moment fondamental dans l'histoire de l'humanité. Donc vous pensez qu'il peut y avoir de la vie, y compris ailleurs sur cette planète, dans notre système solaire, par exemple, à Jupiter ou... Non, alors là, système solaire, pas dit macroscopique. Par contre, quelles sont les conditions pour que la vie existe? Il faut 3 conditions. Il faut que l'énergie, de l'eau liquide et de la chimie organique. Nous pensions dans le système solaire, à part sur Terre, il n'y avait rien. Nous avons trouvé, j'ai la chance d'être dans cette équipe-là, eh bien il y a de cela quelques mois, sur Encelade, satellite de Saturne, des geysers, de l'énergie, de l'eau liquide à 20 degrés et de la chimie organique. Il y aurait des crevettes sur Saturne ou... Je ne sais pas si c'est des baleines ou des dauphins, mais on va y retourner. La priorité NASA, Agence spatiale européenne, on va y retourner 2020, 2030. Donc si vous m'invitez en 2040, je vous dirai ce qu'on trouve. Mais on voit bien que dans la question, comment vous passez de la matière inanimée à la matière biologie vivante, eh bien les éléments de réponse sont en train d'arriver. Revenons à ces exoplanètes là, qui sont très loin, sur d'autres galaxies, loin de notre système solaire. Là-dedans, on dit qu'il y a de la vie. Les planètes que nous voyons pour l'instant ne ressemblent en rien à la Terre. Et ce qu'on a trouvé pour l'instant, c'est l'endroit où il ne faut pas aller pour trouver une autre Terre. Pour une raison bien simple, c'est qu'il y a des grosses planètes qui perturberaient une Terre éventuelle, qui sont près de l'étoile centrale. S'il faut faire un effort supplémentaire pour avoir des objets plus petits,
près d'un objet brillant. Et cet effort, nous le faisons, et chaque mois, nous gagnons. Et depuis hier soir, nous savons que nous en sommes à 570 planètes, exoplanètes, alors que 170, alors que la première était en 1995. Donc, vous voyez, en moins de 20 ans, on en est à 570. Donc on va en trouver là, je très parle vite, de la banlieue proche. on va en trouver des millions. Écoutez, actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a 1000 milliards d'étoiles dans notre galaxie et il y a 1000 milliards de galaxies dans l'univers. Donc il y a des milliers, de milliards d'étoiles comme la nôtre. Et je ne parle pas de celles qui sont déjà mortes ou celles qui ne sont pas encore nées. Donc il y a du monde. Vous pouvez reprendre le chiffre on n'a pas bien entendu. Des milliers, J'ai senti de milliards, avait du mal à suivre. Pardon? Des milliers, de milliards, ça veut dire 10 puissance 24, vous mettez 24 zéros au bout de 1, c'est bon. Et donc c'est extraordinaire. Et ça change tout. Et dans une société où la science est absente. Prenez les députés, prenez les sénateurs, prenez les directeurs des chaînes de télévision et de radio, prenez les directeurs de journaux, prenez l'ensemble des gens qui comptent les cabinets des ministres, il n'y a pas de scientifiques. Alors que, sous la Révolution française, le premier maire de Paris, Bailly, était un astronome réputé, que François Arago était un ministre important de la Deuxième République, et il a, comment dirais-je, aidé à sauver l'esclavage, que Jean Perrin était ministre de la Recherche, à l'époque, on nommait ministre de la Recherche quelqu'un qui était un peu au courant du sujet, et donc la science est absente. Vous avez dit tout à l'heure, vous aviez vécu une période absolument incroyable dans l'histoire de l'humanité. En quoi votre vision de l'humain a changé? Bien, totalement, parce que, vous savez, c'est comme un bébé. Quand un bébé naît, il a son berceau, et si quelqu'un arrive et veut passer le berceau, il pleure, il crie, il tape sur l'autre. C'est comme ça que l'homme, qui était enfin un bébé, a mis des frontières stupides. Et le berceau de l'humanité, c'est la Terre. Mais un bébé n'est pas condamné à vivre dans son berceau. Et nous vivons le moment où on est en train de sortir du berceau. Timidement, on ne va pas très loin. Qu'est-ce que vous Et quand racontez? on sort du berceau, on va aller où? On va au-delà du voile de l'atmosphère. Cette atmosphère qui nous protège grâce à laquelle on est en vie, mais qui nous masque l'information, et bien cette information, nous sommes en train de la recevoir. Et on va aller où? Au pays des calamars géants, dans des galaxies très lointaines? Eh bien, écoutez, c'est comme nous m'avez posé la question il y a 2000 ans, vous m'auriez dit pourquoi aller en Australie, en Amérique et autres. La Terre a été conquise et explorée par les hommes. La suite de l'exploration, c'est l'espace. Et les Chinois l'ont très bien compris, eux qui ont plus de problèmes que nous pour nourrir leur population. Ils viennent de lancer 22 satellites, pendant que l'Europe, qui est un peu mollassonne, n'en a lancé que 3. Le futur, la matière première de demain, vous n'irez pas gratter le sol pour séparer le minerai de fer et autres. Vous irez prendre directement du fer et du nickel sur les astéroïdes. Et l'énergie de demain, ce sera pas l'hélium 3 et l'hélium 4, les isotopes 3 et 4 de l'hélium. Il n'y en a pas sur Terre, mais il y en a plein sur Jupiter et sur la Lune. C'est une nouvelle page qui s'écrit. On a lancé un bateau un peu trop tard au Canada, maintenant on parle anglais dans le monde. Ben, si on avait à l'époque de Louis XVI un peu mieux considéré cette Amérique du Nord, peut-être que le monde serait un peu différent. Et au-delà de ça, c'est notre conception complète de l'humanité, de l'homme, ce que nous sommes. Par exemple, considérer que l'autre est un étranger, qu'on ne l'aime pas, c'est une stupidité. Nous sommes tous sur le même bateau. Ce sentiment d'exclusion de l'autre, ce sentiment de mettre des frontières, de mettre des barrages. Eh ben, quand on est scientifique, ça disparaît. Quand on se rend compte, il y a des intelligents, il y a des couillons, eh ben, ça ne dépend pas du passeport. Hein. Et donc, et en plus de ça, sur le recul dans l'humanité, les grandes questions qu'on se pose, eh bien, je ne crois pas qu'on puisse y répondre. Les grandes questions, c'est la place de l'homme dans l'univers. Si on n'a pas un minimum de connaissances en biologie, l'homme, et en astronomie, l'univers, je ne pense pas qu'on puisse apporter des réponses pertinentes. Alain Finkielkraut. Écoutez, je suis fasciné par votre enthousiasme, mais je ferai quand même 2 remarques. Une première, c'est une phrase de Sioran que malheureusement je ne citerai pas tout à fait exactement. C'est un homme triste. Un homme triste, extraordinairement drôle. Et un jour, il dit, à la radio, j'ai entendu qu'il y a 1000 milliards de planètes, aussitôt j'ai arrêté de me laver. Ça veut dire, effectivement, ramener à sa petitesse, il y en a un peu plus, d'après ce qu'on vient d'entendre. Écrasé par sa petitesse, il s'est dit, à quoi bon, qui sommes-nous, je ne suis vraiment absolument rien. Plus sérieusement, la science découvre l'immensité de l'univers. Mais je pense quand même que la beauté, la grandeur de l'Europe, ça a été, puisqu'on a parlé justement des différentes civilisations et des différents continents, c'est d'avoir été le maximum de diversité sur le minimum d'espace. Grâce, en effet, à l'existence de frontières. La frontière ne signifie pas l'exclusion, elle nous rappelle qu'il y a de l'autre et que le destin de l'humanité n'est pas forcément d'aller vers l'uniformisation, qu'elle doit pouvoir aussi protéger et renouveler ces vieux particularismes dont Lévi-Strauss disait qu'ils faisaient la richesse de la vie. Donc la diversité, la pluralité humaine, c'est quelque chose que peut-être les planètes ne nous apprennent pas, mais qu'il ne faudrait pas, si vous voulez, rejeter sous prétexte que nous vivons dans un monde infini. Je suis ravi que vous disiez cela,
Parce que quand j'étais petit à l'école, on m'a appris un monde uniforme des planètes et des étoiles. Ayant la chance de participer à l'exploration du système solaire avec l'émission Voyager et Cassini, j'ai découvert que ce que nous trouvons, c'est la diversité. Et les deux mots qui résument l'univers, c'est diversité et richesse. Et quand vous me dites que l'homme est petit, je dis non. Parce que l'homme, il a un cerveau primitif. C'est le résultat de l'évolution qui permet en gros d'échapper aux prédateurs, de manger à sa faim et de se reproduire uniquement. Et bien avec ce cerveau primitif, regardez tout ce qu'il a trouvé en seulement 3-4 000 ans. Pour moi, c'est un miracle que ce cerveau aussi mal conçu... En gros, votre cerveau, c'est, vous voyez un tigre, vous partez en courant, vous voyez un lapin, vous essayez de l'attraper, vous voyez une dame, vous courez après, quand une dame voit un monsieur, elle essaie qu'il court après. Avec ça, on veut comprendre l'univers. Eh bien, je dois dire, on a fait de sacrés progrès. On n'a pas tout compris. Vous savez, ce que nous a appris la science aussi, c'est qu'un scientifique ne dit jamais la vérité, mais un scientifique est capable de vous dire ce qui est faux. Donc la science apprend le doute et l'humilité, et je pense que ces qualités d'esprit critique, de doute, d'humilité, de diversité, d'ouverture à l'autre, c'est peut-être des qualités qui seraient utiles dans la société. Et quand j'entends quelquefois certains politiques tenir des discours très, très durs, je me dis cela, dommage qu'on ne les ait pas eu en cours pour les éduquer un petit peu. Edgar Morin. Oui, moi je trouve que dans le sens de ce qu'a dit M. Braic, et je dirais Tycho Brahe peut-être, la leçon c'est bien entendu d'humilité, mais surtout de nous rappeler que la Terre, c'est notre patrie, c'est notre maison commune, que nous sommes perdus dans cet univers gigantesque et que puisque nous sommes perdus, au moins comprenons-nous les uns les autres, ayons pitié de notre finitude mutuelle, soyons frères. Dans le fond, si vous voulez, il y a un nouvel évangile qui vient de la découverte de cette petite planète égarée, perdue où nous sommes nés, on ne sait pas pourquoi. Le nouvel évangile, puisque nous sommes perdus, aimons-nous les uns les autres, fraternisons les uns les autres. Voilà une des conclusions, je pense, qui va dans le discours de M. Braic. Emmanuel Todd. D'abord, je dois dire que je me méfie du trop grand enthousiasme comme du trop grand pessimisme. Et donc, j'adhérais pas tellement à ce qui a été dit, à cet enthousiasme de principe. Et j'aurais plutôt tendance à dire qu'actuellement, la science ne nous donne pas de grandes mutations d'interprétation, comme ce qui s'est passé avec Newton, etc. Et que la science, justement, ne donne pas les modèles clairs, je veux dire, qui nous feraient passer à une vision différente du monde. Donc, je dirais plutôt que la science... Elle progresse énormément de façon parcellaire en énumérant des nouvelles planètes, mais pour le moment, justement, les vraies réponses nouvelles qui feraient changer la vision de l'homme, etc., elle ne les donne pas. Je ne la sens pas les donnant. C'est pour ça que c'est une école d'humilité. Moi, je trouve que c'est bien. Parfois, quand on part dans des discours trop abstraits, ça a tendance à ramener aussi un peu à la réalité. C'est pas mal. Non, mais pour résoudre des problèmes ou pour avoir des idées en termes de recherche, le bon moyen, ça n'est pas l'humilité. Mais en même temps, je crois qu'il faut inviter la science elle-même à un peu d'humilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'approche scientifique du problème humain. La politique peut relever de la philosophie, mais elle ne relève pas de la science. Donc, sans doute, des scientifiques doivent-ils être consultés par les politiques, peut-être un scientifique doit-il être ministre de la Recherche, mais il est tout à fait légitime de penser que ce n'est pas à la science de nous donner les clés de la résolution ou de la compréhension du phénomène humain. Ça peut y contribuer quand même. Ça peut y contribuer, mais dans son registre, pas dans une espèce de rapport de surplomb. Donc, soyons tous humbles. Alain Fécamp, pourquoi tant de scientifiques, vous parliez d'Arago, c'était un exemple, et pendant la Révolution française et d'autres, ont-ils été justement de grands politiques ? Et de grands politiques préconisant justement des grands changements sociaux, alors que c'était des hommes de science. Après la Deuxième Guerre mondiale, on avait aussi dans toutes les bandes dessinées le mythe du savant fou qui voulait prendre le contrôle du monde. Je dirais que je suis quand même, non, je suis plutôt d'accord avec Finkielkraut, la science n'a pas à légiférer. Non, mais la science, écoutez, c'est tout à fait raison, mais la science nous repose des grandes questions qui étaient endormies. Par exemple, est-ce que l'univers va vers la dispersion ou est-ce qu'il va se reconcentrer? Est-ce qu'on va vers la mort cosmique ou non? Ensuite, nous découvrons maintenant quelque chose qui nous pose une question sur notre nature. Nous découvrons que nos particules qui font nos atomes, qui font nos molécules, qui font nos cellules, ont vécu toute l'histoire de l'univers et de la vie. Nous nous rendons compte à la fois de notre distance et de notre solidarité à l'univers. C'est quand même très important. Il faut comprendre. Est-ce que ça va nous permettre de progresser
problèmes philosophiques et métaphysiques. Mais comment est-ce que ça va nous elle ne aider résout pas. Comment est-ce que ça va nous aider à enrayer la baisse du niveau de vie des jeunes actuellement? Tout ce que j'ai entendu. Il n'y a aucun... Alors, bon, André Breuil, vous allez répondre à tout ce qui vient Brièvement. d'être dit sur la science, et puis vous répondrez après à une autre question importante. Qu'est-ce que vous a appris cette campagne électorale? Qu'est-ce que vous attendez pour la suite? D'accord, 3 questions. Première question que j'ai remarqué, on a parlé de Copernic, entre parenthèses, Aristarque de Samos avait déjà fait tout le travail 2000 ans plus tôt, mais simplement, c'est en 1580 que le roi Frédéric du Danemark consacre 5% du produit national brut de son pays pour construire un seul observatoire qui s'appelle Uraniborg. Il y met Tycho Brahe, c'est là le démarrage de la science moderne, ensuite Galilée, Newton, etc. C'est là le siècle des Lumières, c'est derrière le monde industriel, c'est pourquoi actuellement l'Europe est très légèrement en avance sur la Chine, l'Inde, le monde arabe, etc. On n'est pas plus intelligent, génétiquement on est les mêmes, mais il y a une action politique importante qui a été faite à ce moment-là. À la même époque, l'Espagne se ruinait pour construire l'Invincible Armada qui a fini au fond de la mer. Autrement dit, l'éducation, c'est peut-être plus important que l'armée. Premier point. Donc, donc les décisions politiques pourraient être prises aujourd'hui, et je rêve d'un chef d'État qui ne consacre pas 2% du produit national brut de son pays pour la science, mais monte carrément à 4 ou 5%. Deuxième réponse, ce que vous avez dit à propos, mes amis philosophes, et j'adore la philosophie puisque c'est la mère de tout, eh bien j'aurais dit que si ce débat avait eu en 1932, je pense que j'aurais acquiescé. Ce que nous venons de trouver actuellement change tout. Et donc je vous engage à venir discuter pour vous montrer combien la science est en train de tout changer. Mais là, si je commence à vous faire ce discours, on sera encore là dans 3 jours. Donc là, je vais être extrêmement bref. Quant à la campagne politique, j'avais un jour présenté, on a déjà prévu, j'avais été invité par différents partis politiques, j'avais pris la parole et j'avais dit que je n'avais pas le temps de me présenter en 2012 parce que j'ai trop de travail, mais que j'y songeais pour 2017 ou 2022 et que j'avais un programme. Et mon programme résidait en 3 priorités à l'exclusion de toutes les autres. Et mon programme, c'est la culture, l'éducation et la recherche. Et ce n'est pas toujours ce que j'entends, parce que la science ne résoudra pas tout. La science, on a vu ce que donné le scientisme, mais sans science, nous sommes morts. La science, et la science, c'est pas tellement ce qu'elle va donner comme résultat. La science, c'est la manière, la démarche que l'on a, c'est la manière dont on voit le monde, et elle est absolument, totalement absente de la société. Les décisions sont aberrantes, et c'est bien dommage, parce que nous avons là tous les outils. Donc je dirais, la science, c'est quelque chose de nécessaire qui n'est pas utilisé actuellement. Et c'est dommage. Merci André Breuil. Je rappelle le titre de votre dernier livre, c'est De feu et de glace, planète ardente, aux éditions Odile Jacob. Et puis je crois savoir qu'il y a le suivant qui est terminé, mais ils sont en train de l'imprimer. Et ça s'appelle La science, une ambition pour la France. Et c'est un manifeste que j'essaie de faire, un appel. La science, je crois que c'est l'amour. Et ce que j'ai entendu aussi, c'est une confusion épouvantable. Les gens confondent science et technologie, confondent science et enseignement de la science, confondent science et philosophie de la science. Et les gens ne savent pas ce que la science. Et j'essaie dans ce livre modestement de le définir. Emmanuel Tador, qu'est-ce que vous avez pensé de cette campagne et qu'attendez-vous maintenant pour la suite? Décevante, avec cette perturbation par l'affaire Mera, la fixation sur l'islamisme comme d'habitude, mais ravivant chez moi le sentiment que le choix des Français va être quelque part entre la peur, la division, le regard sur le passé, et puis d'un autre côté, un choix plus optimiste, tourné vers l'avenir, la réconciliation des Français de toutes origines. Mais ce qui me frappe surtout, c'est que ce n'est pas un président qui va être désigné, c'est la France qui va se définir par son vote. On saura ce que sont les Français quand ils auront voté. Ah oui, bien, on sait déjà ce que sont les Français en lisant L'Invention de la France. C'est un livre d'anthropologie, mais facile à lire. L'Invention de la France avec Eva Lebras, aux éditions Gallimard, un livre d'Emmanuel Todd. Marcella Yacoub? J'ai trouvé absolument ennuyeuse cette campagne. Comme tous les Français. Ça ne m'a pas du tout intéressée. Je trouve que peut-être les vrais débats politiques viendront après. Moi, rien ne m'a intéressé véritablement dans cette campagne. Ouais, rien ne vous a intéressé, sauf peut-être l'affaire DSK, puisque c'est le thème de votre livre, Une société de violeurs. C'est une réflexion. Mais c'est avant la campagne. C'est avant, bien sûr, c'est avant la campagne. Mais enfin, c'était une astuce. C'est aux éditions Fayard, sans doute de mauvais goût. Jean-François Kahn. Banalité, c'est une campagne qui va opposer 2 rejets. Il y a un rejet qui sera plus fort que l'autre et non pas un enthousiasme pour des projets. C'est d'autant plus incroyable. Moi, j'ai fait une expérience, simplement. Quand vous avez aujourd'hui, vous êtes confronté, je ne sais pas, à 500, 600 personnes de sensibilités très différentes, et que vous posez cette question,
qui pense que notre modèle social, le type de société que l'on a aujourd'hui, faut le conserver, peut-être un peu, repeindre un peu la façade, l'art, rafistoler, mais il faut vraiment la conserver. Personne ne lève plus la main. C'est-à-dire, il y a 40 ans, il y aurait 40% des gens auraient levé la main, 60 même. Personne ne lève plus la main. Mais quand vous ajoutez, qui pense qu'on est en mesure et qu'on peut aujourd'hui imaginer et créer un nouveau modèle, il y aurait 30% qui auraient levé la main hier, plus personne non plus ne lève la main. Eh bien, c'est ça le problème. Il faut qu'on arrive à faire expliquer aux gens qu'ils peuvent reprendre le destin en main, que l'histoire ne s'arrête pas, que ce n'est pas vrai, que ça dépend d'eux. Voilà. Jean-François Kahn, je rappelle les titres de vos livres. Donc, Menteur, c'est un livre aux éditions Plomb. Et puis, vos livres sur le changement, dont Où va-t-on, comment on y va? C'est une théorie sur le changement et par recomposition des invariances aux éditions Fayard. C'est un livre très, 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 très sérieux. Alain Finkielkraut. Écoutez, je n'ai pas ressenti en 2012 la même excitation autour de moi et en moi qu'en 2007. En effet, ça je le reconnais bien volontiers. Cela dit, je ne pense pas que la question de la sécurité soit une question annexe, ni d'ailleurs celle de la maîtrise des flux migratoires. Et ce que j'espère, c'est que la gauche sortira de la malédiction que certains géographes et sociologues constatent, c'est que là où le peuple est fort, la gauche est faible. Là où le peuple est fort, la gauche est faible. Oui, c'est ça. Là où le peuple est fort, la gauche est faible. Là où la gauche est forte, le peuple est faible. Je pense qu'il serait bon que la gauche reconquiert le peuple. Alors, Alain Finkielkraut, je rappelle le titre de votre dernier livre, « Et si l'amour durait ?» C'est un très beau livre, et si vous êtes amoureux, moi je vous conseille de l'offrir. Ça plaira beaucoup, ça marche très bien. Et si l'amour durait, donc aux éditions Stock. Alors, c'est à vous maintenant, Michela Marzano. Alors, je suis d'accord que cette campagne n'est pas si passionnante comme en 2007, mais il y a quelque chose qui a changé radicalement. Ce n'est pas du tout la même condition socio-économique dans laquelle nous nous trouvons. Donc, il y a moins de passion, moins de slogans, peut-être un peu plus de vérité. L'effet d'être sorti des slogans du genre « Ensemble, tout est possible », je considère que c'est une façon d'être un peu plus réaliste. Et nous avons besoin de réalisme pour aborder réellement des questions. Mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec les manques d'intérêt de cette campagne. Je trouve que c'est une campagne aussi intéressante. Il y a un retour à un certain nombre de notions, je l'ai dit tout à l'heure, je les répète, comme par exemple justice sociale. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé et c'est bien d'en parler. Et je trouve qu'on ne peut pas trouver des solutions techniques si avant, il n'y a pas aussi une réflexion sur la vision, vers où nous allons, quel est le pays que nous voulons construire. Michela Marzano, donc philosophe, et qui a patronné le dictionnaire de la violence. C'est très bien à voir chez soi, c'est aux presses universitaires de France. Oui, quand on voit l'actualité, c'est très très bien. Et puis voilà, un petit dictionnaire qui aide à vivre dans ce monde difficile. Edgar Morin, vous? Oui, bon, la première remarque, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pensée politique novatrice qui ait fait un diagnostic assez approfondi de la situation française et française dans l'Europe et le monde, et qui ait pu élaborer l'idée, je le répète, d'une voie nouvelle qui peut redonner de l'espérance. Cela dit, je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle est encore pleine d'incertitudes. Nous voyons des phénomènes tout à fait étonnants de montée et de descente dans les intentions de vote. Nous sommes loin du dernier virage et je trouve que c'est tout à fait passionnant et je dirais même ça prend aux tripes de savoir finalement qui gagnera si le président candidat réussira à surmonter tous les passifs qui l'accablent en présentant comme novateur, ou si au contraire on aura l'alternance que tant espèrent. Alors donc il y a l'incertitude. Je dirais en dernier mot que on peut penser souvent que
des candidats détiennent une parcelle de vérité pertinente et on aimerait bien que ces parcelles de vérité s'ajoutent les unes aux autres. Ah oui, un peu d'union nationale, ça ferait du bien. Ça ferait du bien. Alors, Edgar Morin, je rappelle les titres de vos ouvrages, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a presque un par semaine. Il y a le livre avec Stéphane Hessel, Le chemin de l'espérance, aux éditions Fayard. Il y en a un nouveau aussi avec Patrick Sagaini, La France une et multiculturelle, toujours aux éditions Fayard. Puis alors, il y a ce petit bijou, là, en dehors de la voix. Hein. Il y a ce petit bijou que j'adore. Mes philosophes, c'est un livre très personnel aux éditions Germina. Et vous parlez de tout, de Beethoven, de tout, de Pascal, bien entendu, qui est votre grand héros, de Kant, enfin de tous vos philosophes. C'est aux éditions Germina. Merci à tous, merci au Conseil économique, social et environnemental de nous avoir accueillis. On va le rendre maintenant à sa fonction. Cette saison de Grand Meeting philosophique est terminée. On se retrouvera bientôt sous un autre quinquennat pour de nouvelles aventures.